aduna ko mën a juy luy wéy la aduna ko mën a juy luy wéy la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laaxira de moo wóor. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au conte de Volney. Dans la première partie, nous avions un peu présenté le personnage, nous avions entendu ce qu'il avait dit et quelle était sa crédibilité et comment son livre avait été reçu à son époque. Et bien cette fois-ci, nous allons essayer de mettre à l'épreuve ces affirmations et essayer d'en établir la véracité. On va donc commencer à vérifier ce que dit le comte de Volney dans son livre. On va vérifier certains points très importants. Alors, je reprends ce qu'il dit. Alors, je reprends ce qu'il dit dans son livre à la page 67. Voilà, je reprends cette partie. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par jusqu'à l'usage de la parole? Le comte de Volney parle ici de l'écriture. Il savait que l'écriture était née en Égypte. Je fais remarquer qu'il y a encore aujourd'hui des irréductibles qui s'évertuent à affirmer que l'écriture est née en Mésopotamie. C'est inexact. Toute personne honnête sait que l'écriture est née en Égypte. Le mot papier vient d'Égypte. C'est le mot papyrus. C'est en Égypte que sont nées les premières bibliothèques. On les appelait Père Médiat. Père, maison, Médiat, livre. C'était des maisons du livre. Donc il y avait en Égypte des maisons du livre dans lesquelles bien, les gens pouvaient aller s'instruire et aller lire. Donc, c'est véritablement en Égypte que l'écriture est née, le comte de Volney le savait. Mais comment s'est fait cette transmission de l'Égypte jusqu'à l'Europe? Alors, on a, j'ai avec moi le courrier de l'UNESCO. Voilà, alors le courrier de l'UNESCO, c'est un mensuel publié par l'UNESCO et l'édition que j'ai ici, c'est celui de mars 1964. Voilà, mars 1964. Et donc, il y a dedans un article qui explique par quel processus l'écriture a été transmise aux Européens. Voilà, donc c'est la partie ici, comment l'Europe se mit à écrire. Voici ce que dit l'UNESCO. Quelques 1000 ans avant notre ère, l'écriture phénicienne fut transmise aux Grecs, probablement par l'intermédiaire des marchands sémites. Les caractères des inscriptions grecques les plus anciennes correspondent en grande partie aux caractères phéniciens et s'écrivaient comme ceci de droite à gauche. Les Grecs perfectionnèrent l'alphabet phénicien en y adjoignant des voyelles qui n'existaient pas dans les langues sémitiques et l'écrivirent de gauche à droite. Ce furent les colons grecs qui introduisirent l'écriture en Italie, où les Étrusques furent les premiers à pratiquer l'écriture environ 800 ans avant notre ère. Ils écrivaient comme les Phéniciens de droite à gauche, voir page 28, les Romains leur empruntèrent leur alphabet, mais ils lui donnèrent une forme nouvelle sous laquelle il se diffusa dans de vastes régions du monde. Les peuples de l'Europe orientale ont également reçu l'alphabet des Grecs. Voilà. Donc ce qu'on nous explique ici, c'est que ce sont les Grecs qui ont répandu l'alphabet à travers l'Europe, mais on nous indique dès le début que quelques 1000 ans avant notre ère, l'écriture phénicienne fut transmise aux Grecs. Donc, les Grecs n'ont pas inventé l'écriture. Ils l'ont reçue des Phéniciens. Alors, qui étaient les Phéniciens? Les Phéniciens, bien, c'était tout simplement des Cananéens. Voilà.
cananéen, phénicien, ce sont en fait deux termes interchangeables. Les Phéniciens ou Cananéens utilisaient ce qu'on appelle des proto-hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés des hiéroglyphes égyptiens pour composer leur propre alphabet. Donc ce sont les Cananéens qui ont transmis l'écriture aux Grecs, et les Cananéens, ce sont des Noirs, c'était des nègres. Ce point n'a jamais été contesté par les Européens, puisque c'est sur cette base qu'ils ont esclavagisé les peuples africains. Puisque la Bible disait en Genèse chapitre 9, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères ». Donc les Européens, partant de ce texte biblique, ont considéré que Dieu leur donnait l'autorisation de mettre en esclavage les Noirs qui sont les descendants de Canaan. Donc ce sont bien les Noirs qui ont transmis l'écriture aux Grecs qui par la suite l'ont transmis à l'ensemble des Européens. On a même découvert au cours du XXe siècle que les Cananéens avaient inventé l'alphabet beaucoup plus tôt que ce qu'on ne pensait, puisqu'on a découvert une cité qui avait disparu et qui est la cité d'Ougarit. Et on s'est rendu compte, avec tous les manuscrits que l'on a trouvés là-bas, eh bien, que ce sont eux qui avaient fondé le tout premier alphabet. Alors, Ougarit, pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que on a trouvé ceci. Et là, vous devriez tous dire « Waouh !» Allez, alors je recommence. Alors pourquoi Ougarit? Parce qu'on a trouvé ceci. Et voilà, j'en étais sûr. Je savais que vous alliez comprendre l'intérêt de cette magnifique tablette. Et oui, cette tablette qui date de 1300 avant Jésus-Christ représente les 10 premières lettres et les 10 dernières lettres d'un alphabet. Mais un alphabet, on n'en a jamais parlé ce soir. Enfin si, on a juste dit qu'il n'y en avait pas en Chine. Mais sinon, c'est quoi un alphabet? Un alphabet, c'est un caractère qui correspond à un son. Et c'est la première fois qu'on découvre ça. Et c'est très récent. Il y a 50 ans, 60 ans, on ne savait même pas que ça existait à l'époque de 1300 avant Jésus-Christ. Et Ougarit, je pense qu'il n'est pas besoin de rappeler que c'était un port cananéen. Voilà, c'était des Cananéens, c'était donc des nègres. Donc quand le comte de Volney dit « Nous devons à ces Noirs qui sont nos esclaves jusqu'à l'usage de la parole », eh bien, les faits n'ont pas démenti cette affirmation, puisque ce sont bien les Cananéens, donc les nègres, qui ont transmis l'alphabet et l'écriture aux Européens. Mais on va maintenant s'attarder au cœur de l'argument du comte de Volney. Je reprends ce qu'il dit à la page 66. Il dit à partir d'ici: c'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Et dès lors, on explique comment leur sang, allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur en conservant cependant l'empreinte de son moule originel. Ce que le comte de Volney explique ici, c'est que à l'origine les Égyptiens étaient des nègres, mais parce que ceux-ci se sont mélangés avec des populations blanches, ils ont progressivement perdu leur mélanine, ils se sont métissés et ils se sont leucodermisés. Est-ce qu'il est possible de vérifier ce point? Eh bien, c'est l'objectif de cette vidéo. On va vérifier cela. Comment sont les Égyptiens coptes aujourd'hui? Eh bien, ils sont comme ça. Comme vous pouvez le voir, effectivement, on voit qu'ils ont le teint légèrement basané, mais on peut considérer que ce sont des blancs. En tout cas, ils se rapprochent beaucoup plus d'une personne leucoderme que d'une personne noire. Mais on va remonter un peu dans le temps et regarder comment ils étaient au 19e siècle. Là, nous sommes au 19e siècle avec une famille copte. J'avais déjà montré cette image, cette photo dans la précédente vidéo.
Donc on constate ici, enfin vous pouvez constater qu'ils ont déjà la peau plus bronzée que celle des Coptes d'aujourd'hui. Mais on va remonter encore plus loin dans le temps et arrivé au IVe siècle, je vous présente ce tableau. Ce tableau a été peint au XVIe siècle, aux alentours de 1520, par un peintre allemand nommé Matthias Grunewald. Que représente-t-il? Il représente à gauche, vous avez Saint Erasme, et à droite, avec une armure, Saint Maurice. Et derrière lui, ses compagnons. Alors, pour préciser qui sont ces gens exactement, on va regarder ce que dit Wikipédia. Wikipédia nous dit Maurice d'Agone ou Saint Maurice et ses compagnons coptes venus de Thèbes, soldats thébains, martyrs du Valais, sont des chrétiens morts pour leur foi sous l'empereur Dioclétien au début du IVe siècle, vers 303. Voilà donc ce que représente ce tableau. Il représente Saint Maurice et ses compagnons coptes qui ont subi le martyre au début du IVe siècle. Wikipédia nous précise que ce sont des Égyptiens originaires de Thèbes. Thèbes, c'est en Haute-Égypte. Bien. Vous remarquez que Saint Maurice, représenté ici, est noir, ainsi que ses compagnons thébains. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ce tableau qui a été peint au XVIe siècle reflète une réalité historique ou est-ce que c'est une fantaisie artistique? Cette question est capitale, parce que si c'est une réalité historique, ça veut dire qu'au IVe siècle, les Égyptiens de Haute-Égypte étaient comme ça, donc noirs. Bien. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord essayer de comprendre quelle est l'origine de ce tableau, quelle est son histoire. D'abord, je précise que l'original de ce tableau se trouve dans un des plus grands musées d'art d'Allemagne, le Pinakothek de Munich. Et ce tableau n'a pas été peint à l'initiative de Matthias Grunewald. Il a été peint, en fait, il s'agissait d'une commande que lui avait fait un cardinal du Vatican. Albert de Brandebourg lui avait demandé de peindre ce tableau. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'un hommage soit rendu à ces saints martyrs qui étaient morts au début du IVe siècle. Ça déjà, ça nous donne une indication très intéressante sur le caractère historique de ce tableau. Parce que je rappelle qu'aux alentours de 1520, nous sommes sous la traite négrière. Le but de ce tableau, c'était de rendre hommage à ces saints qui étaient morts. Si ces saints avaient été blancs, aurait-ce été un hommage que de les représenter en noir, alors que nous étions sous la traite négrière? Certainement pas, ça n'aurait pas eu de sens. Donc, si le cardinal a demandé à ce peintre de les représenter en noir, c'est parce que, historiquement, ces gens étaient noirs. Comme à l'époque, on n'avait pas de portrait de Saint Erasme, on ne savait pas à quoi il ressemblait, le cardinal a demandé au peintre tout simplement de mettre son propre visage à la place de Saint Erasme. C'est-à-dire que là, vous avez ici en réalité le visage d'Albert de Brandebourg. Voyez? Donc, il s'est représenté lui-même en face de Saint Maurice, en face de ces Noirs. Donc, cela montre bien que à une époque où la couleur noire était ce qu'il y avait de plus dévalorisant, de plus vil, on se doute bien que si ils ont représenté ces gens en noir, c'est parce que c'était une réalité historique. Ce n'était pas une fantaisie artistique.
Je vous présente ici ce document qui émane du ministère de la Culture française, intitulé « Le dire de l'architecte des bâtiments de France, les essentiels », et c'est sur le thème « les saints et leurs attributs ». Donc c'est un document officiel, hein, publié par le ministère de la Culture, qui explique, enfin qui donne les attributs des saints. Voilà, de tous les saints qui sont dans le calendrier. Et ils expliquent qu'est-ce que c'est que ces attributs, à quoi ils servent. On a ici l'explication. À partir de la fin du IIe siècle, les chrétiens commencent à célébrer la vie des saints et à leur rendre des hommages, notamment en venant se recueillir sur leurs tombeaux. Ces visites devinrent pèlerinages et engendrent notamment au cours de la période médiévale une économie qui permet d'échanger des vœux pour une meilleure santé, pour des péchés rachetés, contre des dons. Les tombeaux demeurant là où le saint est censément décédé, ce sont des reliques qui vont doter certains... Alors là, on va faire comme si on n'avait pas vu la faute d'orthographe ici, la faute d'accord. Voilà, ça vient quand même du ministère de la Culture. Quand deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif, c'est une parenthèse, vont doter certains centres religieux d'un prestige supplémentaire. Alors là, ils vont préciser qu'est-ce que c'est que ces attributs, afin de les distinguer. Des attributs génériques leur sont attribués. Voilà. Donc on voit ici que ces attributs, ce sont des caractéristiques qui ont pour but de distinguer les saints, de permettre en fait de mieux les identifier. Ici, il précise, mais les saints ont également des attributs individuels qui peuvent être liés à des données physiques, des éléments vestimentaires, des objets ou bien à des animaux. Voilà. Donc, ces saints, et là, on a la liste de ces saints avec les caractéristiques qui leur correspondent. Alors, on va aller à Maurice. Voilà, on a ici Maurice, donc Saint Maurice. Et voici ses attributs. Armure, bannière blanche à croix rouge, étendard, lance de chevalier, et vous voyez ici, homme noir. Vous voyez, homme noir. Donc, l'un des attributs de Maurice, c'était que c'était un homme noir. C'était l'une de ses caractéristiques, c'était un des éléments qui permettait justement de l'identifier. Donc on voit que cette présentation, ce listing qui émane du ministère de la Culture correspond tout à fait au tableau de Matthias Grunewald. Donc Saint Maurice était bien un homme noir, c'était un Égyptien de Haute-Égypte qui a vécu à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle de notre ère, et c'était bel et bien un homme noir. Nous avons bien la réponse à la question que nous nous posions. Ce tableau reflète un aspect historique, c'est-à-dire qu'au IVe siècle, nous avons ici une représentation d'Égyptiens coptes, et on voit qu'ils ont bien la peau noire. Et donc, on constate bien cette évolution entre le IVe siècle, le XIXe siècle et le XXIe siècle. C'est parfaitement conforme à la conclusion qu'avait tirée le comte de Volney, à savoir que la société égyptienne est partie d'une souche nègre qui a évolué vers une société plus locodermisée. Mais on va aller encore plus loin dans le raisonnement. Le comte de Volney dit que si les Coptes ont perdu la couleur noire de leur peau, c'est parce que au fil des siècles, ils se sont mélangés avec des populations blanches. Bien. Ce raisonnement suppose que si les Coptes, si les Égyptiens coptes ne s'étaient pas mélangés avec des locodermes, ils seraient restés noirs. Logiquement. Bien. Est-ce qu'on peut vérifier ce point? La réponse est oui. On va le vérifier avec ce documentaire. Je vous propose de regarder ce documentaire qui date de 1967. Ce documentaire se déroule en Éthiopie. Il parle des Égyptiens
coptes qui ont quitté l'Égypte au IVe siècle pour aller s'établir en Éthiopie. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de descendants d'Égyptiens qui ont quitté l'Égypte au IVe siècle pour s'établir en Éthiopie. Et donc, ces Égyptiens-là ne se sont pas mélangés avec des populations blanches. Alors, écoutez bien ce que le commentateur va dire. Et pourtant, ces roseaux sur l'eau portent les hommes d'ici depuis des millénaires. Les hommes, la nourriture, le chaume de maison, tout ce qui fait la vie. Les successeurs des premiers missionnaires venus d'Égypte au IVe siècle fondèrent entre autres les monastères des îles de Daga-Stéphanos et de Kébran. Leur aspect physique, leurs vêtements, leurs mœurs n'ont guère dû changer depuis ces premiers temps. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Je vous fais réécouter. Les successeurs des premiers missionnaires venus d'Égypte au IVe siècle fondèrent entre autres les monastères des îles de Daga-Stéphanos et de Kébran. Leur aspect physique, leurs vêtements, leurs mœurs n'ont guère dû changer depuis ces premiers temps. Leur aspect physique n'a pas changé depuis les premiers temps, c'est-à-dire depuis le IVe siècle. Il parle bien ici des descendants de ces Égyptiens qui ont quitté l'Égypte au IVe siècle. Regardez maintenant la suite et dites-moi si ces descendants d'Égyptiens du IVe siècle sont blancs ou s'ils sont noirs. Des moignons préparent la relève. On leur enseigne le dogme, les rites, les prières, et sous tout cela, sans même qu'ils le sachent, l'art d'ordonner sereinement le temps, la paix du cœur. Comme on va au puits tirer l'eau fraîche pour étancher sa soif, rituellement, les moines se penchent sur les écritures saintes qui couvrent les parchemins des livres religieux. Comme vous pouvez le constater ici, ils sont noirs. Quand le commentateur nous dit que leur aspect physique n'a guère changé depuis l'arrivée des premiers missionnaires égyptiens, il nous dit en fait qu'au IVe siècle, les Égyptiens étaient comme ça. Et c'est uniquement parce que les Égyptiens d'Égypte ont été mélangés avec des populations blanches qu'ils ont perdu leur couleur d'origine. L'Égypte a constamment été envahie par des civilisations blanches. Au IVe siècle, c'était les Romains, il y a eu les Arabes, les Turcs, les Anglais. Et donc, forcément, par la force des choses, la population locale s'est métissée. Mais les Égyptiens qui n'ont pas été en contact avec ces populations blanches, eh bien, eux ont gardé leur couleur d'origine, comme vous pouvez le constater ici. Et vous pouvez constater par ailleurs que la couleur de ces descendants d'Égyptiens du IVe siècle est parfaitement conforme au tableau représentant Saint-Maurice et les autres coptes au IVe siècle. On a donc là la démonstration que ce que dit le comte de Volnay sur les coptes est parfaitement conforme aux faits. Le comte de Volnay s'est surtout attaché aux coptes parce que les coptes sont les descendants des Égyptiens de souche. Mais on constate également que ce processus de dépigmentation progressive de la peau s'applique principalement aux coptes, mais s'applique même à la société égyptienne dans son ensemble. Effectivement, quand on observe la société égyptienne d'aujourd'hui, on observe une uniformisation toujours plus grande de la complexion, c'est-à-dire qu'on a essentiellement un type égyptien leucodermisé. Mais quand on remonte dans le temps, on se rend compte que cette uniformisation n'était pas aussi marquée. Je vais vous montrer de très très vieilles cartes postales d'Égypte, des cartes postales qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, je vous montre déjà cette première carte postale qui effectivement vient d'Égypte. Voilà, Union postale universelle Égypte. Et là, vous avez un groupe de Bédouins, des Égyptiens. Alors, la carte est datée
du 8 mai 1904, Port Saïd. Et là, vous pouvez voir que ces Égyptiens, eh bien, ils sont noirs, ils ont tous la peau noire. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. Alors là, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est marqué femme égyptienne, là tout en bas. Mais c'est assez difficile à distinguer. Donc là, on voit que... Alors cette carte aussi vient d'Égypte, hein. Elle avait été postée au Caire. Voilà. Et donc là, nous avons une femme égyptienne de l'époque. Et on voit qu'elle a un nez négroïde. Et elle a plus le teint métis. On a également cette carte postale. Oui, là encore, ce sont des Égyptiens. Et eux, vous voyez qu'ils sont tous noirs. Alors, voilà. Égypte. Voilà. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Donc celle-là date du 30 septembre 1910. Voilà, donc elle vient aussi de Port Saïd. Alors le cachet de la poste indique 1er octobre 1910. Et là, on a des Égyptiens. Voilà. Alors, on a ici une petite légende, hein, qui nous précise musicien du pays. Vous voyez? Donc, on voit bien ici que ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des migrants, ce sont bien des Égyptiens en l'an 1910. Et là, vous voyez qu'ils sont nettement noirs. Voilà, alors on a également celle-ci qui vient aussi de Port Saïd. Là c'est 24 mars 1901. Voilà, là ce sont des pêcheurs des cataractes. Voilà, et vous voyez qu'ils ont la peau noire. Alors là j'essaie de voir ce qui est marqué ici. Voilà, Cairo, donc c'est le Caire. Voilà, Égypte. Voyez. Et on a également celle-ci. Voilà, alors le cachet de la poste, voilà, Port Saïd. Voilà. Port Saïd, c'est en Basse-Égypte. Et voilà. Donc, voilà. Donc là, on a une légende. Comptoir philatélique d'Égypte. Et c'est à Alexandrie, en fait. Voilà. Et là, vous avez un groupe d'Égyptiens. Et vous voyez qu'ils ont clairement la peau noire. Vous voyez ? Voilà, donc là, ça nous permet de constater quelque chose. Ce que dit le comte de Volnay, alors il le dit spécifiquement par rapport aux Coptes, parce que les Coptes sont vraiment les Égyptiens d'origine, mais ce qu'il dit, c'est que l'Égypte, originellement, était noire, et que c'est un ensemble de métissage avec d'autres peuples qui ont fait que cette société s'est leucodermisée. On a pu vérifier que c'était vrai pour les Coptes, mais même la société égyptienne dans son ensemble, on se rend compte que plus on remonte dans le temps, et plus on trouve des personnes avec un type négroïde et avec une peau noire. Et plus on avance dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à arriver aujourd'hui, et plus on voit un type d'Égyptien nettement blanc. Ce qui nous permet de comprendre que si déjà
au début du XXe siècle, on avait beaucoup d'Égyptiens qui avaient des caractères totalement négroïdes avec une peau noire. Si on remonte 2000, 3000, voire 4000 ans en arrière, effectivement, ce que dit le comte de Volnay sur l'origine nègre de l'Égypte prend du sens. Voilà, notre vidéo se termine là. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Champollion le Jeune, le père de l'égyptologie, et nous verrons ce que lui a dit sur cette question.